Bonjour à tous. Alors effectivement, on va parler des attaques sans malware. Alors j'imagine que vous avez eu beaucoup de présentations d'EDR qui vous disent comment catcher les malwares sur les postes, sur les serveurs, sur les mobiles, sur tout ce que vous voulez. Nous, on va faire l'inverse. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui, qui va cibler l'utilisateur, notamment sans utiliser de malware, en tout cas pas au début de l'attaque. L'exfiltration de données, l'infiltration du SI, et évidemment tout ce qui est préparation d'une attaque par ransomware va se faire aujourd'hui en n'utilisant que des outils légitimes. Donc on va essayer de regarder comment ça se passe, comment ça s'infiltre, et une fois infiltré, comment est-ce qu'il se duplique dans le SI, toujours sans malware, en utilisant des outils légitimes, comment est-ce qu'ils arrivent à se dupliquer. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors quelques mots sur Lookout. Donc on est une boîte de cybersécurité, une boîte américaine fondée en 2007. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on est les premiers à avoir découvert Pegasus, qui est un malware mobile, un spyware mobile, ce qu'on appelle un CSV. Non pas en 2021, quand vous en avez certainement entendu parler, mais en 2016. Donc autant dire que pour nous, ce type de malware, de spyware d'État est très connu, et on a une très forte capacité de détection sur ces malwares-là. On a la plus importante équipe de threat intelligence dédiée au mobile, donc vraiment dédiée aux applications mobiles, au phishing mobile, au smishing, au vishing, et à tout ce qui va cibler de près ou de loin un outil moderne, un OS moderne. Et on a à peu près 500 000 clients dans le monde. Et en 2021, on a racheté une boîte qui s'appelait CypherCloud pour protéger les données, évidemment, sur les mobiles. Ça, c'est toujours ce qu'on fait. Mais aussi dans tous les services cloud. Donc, on en parlera tout à l'heure, justement, pour prévenir ce type d'attaques sans malware, tous les contrôles d'accès sur les services, notamment les services cloud. Donc comment ça se passe globalement quand on a des attaques sans malware? Tout simplement, on va cibler l'utilisateur qui a des privilèges au sein du système d'information. Donc on va cibler l'humain, c'est tout simplement ce qu'on fait, parce qu'on voit régulièrement dans des campagnes de prévention. On essaie de protéger l'humain contre les attaques. Ça compte aussi par les admins IT qui ont des comptes à privilèges, et c'est ce que vont cibler aujourd'hui les attaquants. C'est tout simplement de cibler l'utilisateur qui a des accès légitimes au système d'information, et j'ai pas besoin de malware pour ça, j'ai juste besoin de son login, son mot de passe, et idéalement son OTP si j'ai de l'UMFA. Alors si j'ai pas de MFA, on peut déjà dire que votre système d'information est déjà compromis. Vous le savez peut-être pas, mais c'est déjà le cas. Et si vous avez du MFA, l'OTP ou du single sign-on ou ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, globalement il peut y avoir des tickets d'entrée qui vont, des outils d'entrée qui vont vous voler les MFA, et on va avoir quelques exemples. Donc la kill chain la plus utilisée aujourd'hui, ça commence par du social engineering. Alors je ne sais pas si vous voyez bien l'écran là-bas, mais ça commence par du social engineering. Globalement, la plupart des entreprises aujourd'hui se font cibler. La plupart des administrateurs ont des profils LinkedIn, ont des profils réseaux sociaux qui permettent aux attaquants de collecter tout simplement de l'information sur qui accède à quoi, qui fonctionne, qui travaille dans quel business unit de ma cible. Et ils passent énormément de temps, c'est vraiment des professionnels du social engineering, de collecter de l'information ouverte tout simplement pour préparer l'attaque. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas les détecter. C'est tout simplement on va dire du bon sens de ne pas publier des informations sur les réseaux sociaux, notamment sur des informations professionnelles. Mais malheureusement, ils vont utiliser des informations qui sont déjà présentes pour faire du social engineering, pour regarder en gros qui sont les victimes potentielles et qui sont les utilisateurs les plus à même d'être ciblés et les plus à même d'avoir des comptes à privilèges ou des accès à privilèges sur le système d'information. Donc ils vont utiliser ce social engineering pour préparer leurs attaques. Ils vont vérifier aussi l'ensemble des applications qui sont utilisées, notamment dans les applications cloud, parce que c'est très souvent là où vous allez avoir du mal à les détecter. Donc ils vont vérifier les applications, l'ensemble des accès initiaux, ils vont préparer vraiment leur feuille de route et ils vont la déployer très rapidement, on va le voir. Et globalement, ils vont comprendre, avant même d'accéder au système d'information, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer en interne. Après, l'idée, c'est que dès qu'ils ont accès au système d'information, ils utilisent très rapidement l'Azure AD, ou en tout cas le système d'identification pour créer des nouveaux comptes. Et ils vont tout simplement utiliser ces comptes-là ensuite derrière pour avoir un accès persistant qu'ils vont pouvoir utiliser ensuite pour faire du social engineering en interne, on va le voir. Et puis évidemment, après, une fois que l'attaque, et une fois qu'ils sont très présents, une fois qu'ils ont suffisamment collecté d'informations, là, ils vont détonner un ransomware ou ils vont utiliser un malware. Là, il y a une charge malveillante, évidemment. C'est là où l'EDR va vous dire, attention, il y a des outils qui n'étaient pas là avant, ou n'importe quel outil de file monitoring va vous dire, il y a des nouveaux outils. Et c'est à ce moment-là, globalement, que vous allez les détecter. Mais ils sont déjà là, ils ont déjà volé tout un tas d'informations, et ils sont déjà rentrés au travers du social engineering. Donc quand on pense attaque humaine et attaque mobile, on va
très souvent, en tout cas c'est très souvent ce que vous avez certainement vu, c'est du phishing mobile. Alors là on a voilà, des exemples de faux colis, de vignettes, d'impôts ou je ne sais quoi. C'est certainement ce que vous voyez le plus, en tout cas sur vos téléphones, hein, que ce soit des téléphones professionnels ou des téléphones particuliers. C'est très certainement la partie visible de l'iceberg que vous voyez, c'est la partie phishing mobile. Mais quand on parle d'attaques mobiles, d'attaques qui vont vraiment cibler l'utilisateur en situation de mobilité, bah globalement, on se rend compte que tout le monde cible les mobiles, y compris les groupes APT, y compris les États, y compris les scammers. Hein. Vous avez très certainement vu des vidéos sur Internet qui tournent où vous avez des petits gamins on va dire de 15 ans, de 16 ans qui vont s'échanger des numéros de téléphone, des numéros de carte bleue pour acheter des sacs à main de luxe. Donc c'est des arnaqueurs, mais ils vont utiliser le mobile, ils vont utiliser le phishing mobile, ils vont utiliser le social engineering pour collecter de l'information. Bon là, ils le font pour gagner 200, 300 balles, mais des groupes APT, ils vont utiliser à peu près la même technique, ils vont utiliser le social engineering, ils vont cibler et ils vont préparer leurs attaques, mais ils vont le faire évidemment en gagnant plusieurs millions de dollars parce que derrière, ils vont avoir collecté des données qu'ils vont être capables de revendre. Et ça, ils vont le faire avec la même méthodologie, alors évidemment pas avec le même professionnalisme, mais voilà, ils vont faire de l'espionnage, ils vont faire de la persistance à long terme, et après, soit ils font de l'extorsion financière ou de la revente de données, soit tout simplement ils vont perturber des services avec un ransomware qui va chiffrer des données ou faire du DDoS ou des choses comme ça. Et puis il y a la partie Intelligence Services, alors qui est un peu différent parce qu'ils n'ont pas le même but, mais globalement, voilà, ils vont espionner l'utilisateur au travers de son mobile, en collectant des données au travers du mobile, donc en activant la caméra à distance, en activant voilà, tout ce que le mobile peut avoir accès dans une salle de réunion, par exemple, on va pouvoir exfiltrer des informations, mais ce n'est pas vraiment le même but derrière, ce n'est pas de faire de la collecte d'informations sur une entreprise, c'est vraiment sur un individu qui va être ciblé par cette techno-là. Et quand on regarde les groupes APT, si on prend vraiment des exemples de groupes APT qui ciblent les mobiles, alors en préparation d'attaque, hein, très souvent le cas, il y a peu de groupes APT qui ne vont faire que du mobile aujourd'hui, c'est souvent des groupes APT qui vont faire du mobile pour préparer des attaques bien plus impressionnantes. Et finalement, sur le mobile, en fait, vous allez quasiment pas les voir parce que j'imagine que la plupart de vos mobiles sont pas forcément équipés d'une solution de sécurité. Donc, d'un point de vue d'entreprise, vous les verrez pas s'attaquer au mobile parce que vous avez tout simplement pas de solution de sécurité sur ces mobiles-là. Et quand on regarde dans les faits, on voit Roaming Mantis, qui était un groupe chinois qui visait vraiment les particuliers pour du SMS, ou APT41 qui visait l'industrie du monde du jeu sur le mobile. On les voit de plus en plus utiliser les mêmes techniques de ciblage mobile et de social engineering, tout simplement pour préparer des attaques avec des vrais ransomware derrière. Et il y a un groupe là-dedans qui est APT37, qui est un groupe qui est relativement actif récemment, depuis le mois de février, sur des nouvelles méthodologies d'attaque mobile. C'est pour ça que je les ai rajoutées dans la liste. APT37, on va sortir très prochainement un rapport d'activité mobile où ils utilisent justement le mobile. C'est exactement ce que je suis en train de vous décrire. Pour l'instant, ce n'est pas encore public, mais on va publier un blog post dessus certainement au mois de mai. On collecte encore quelques informations pour être certain de l'attribution. Et voilà, APT37, c'est un groupe qui cible le mobile comme point d'entrée avec du smishing ou avec des applications mobiles malveillantes. Et quand on regarde donc on a annoncé récemment un kit de phishing qui s'appelle Crypto Caméléon qui ciblait les administrateurs IT. Donc quand c'est un message de prévention hein, qu'on fait, cette conf-là, je l'ai faite des dizaines de fois depuis les 24 derniers mois. On parle beaucoup de cette méthode-là, et Crypto Caméléon, c'est exactement ça. C'est exactement un kit de phishing mobile qui est utilisé par des pirates en amont d'une attaque, très certainement une attaque de ransomware. Alors là, en l'occurrence, on l'a bloqué, donc on ne sait pas exactement quelle méthodologie d'attaque ils ont utilisé derrière, mais ils utilisent des SMS très ciblés, c'est vraiment du spear phishing. Ils collectent des informations de numéros de téléphone d'administrateurs, qui utilisent Okta en l'occurrence. Ils envoient un message, sans lien, sans charge malveillante, sans quoi que ce soit, en disant attention, il y a un utilisateur qui a essayé de vous connecter avec votre login et votre mot de passe. Est-ce que c'est vous? Répondez par non. Il n'y a pas de charge malveillante, il n'y a pas de contenu malveillant. C'est un message que Okta pourrait vous envoyer ou Azure pourrait vous envoyer. Très souvent, il l'envoie par mail. Là, en l'occurrence, il l'envoie par SMS. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu en situation de panique. Il fait quoi? Il répond par N. Et malheureusement, sur iPhone, et même sur Android, maintenant ça arrive, quand on répond à un message, ça permet à l'utilisateur de vous envoyer finalement des charges malveillantes ou des liens, et ces liens vont devenir cliquables. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas, si vous envoyez un SMS directement avec un lien sur un iPhone, aujourd'hui, vous ne pouvez pas cliquer sur le lien. Donc, la plupart des systèmes de sécurité par défaut, c'est comme ça sur les messageries. Mais si vous répondez, en fait, ça ouvre la conversation et globalement, ça vous donne accès à la charge malveillante et à cliquer sur le lien. Donc ils sont très malins, hein, ils savent exactement comment ça marche. Donc là, vous recevez un message qui vous dit attention, il y a quelqu'un qui a utilisé votre login et votre mot de passe, qui s'est connecté depuis Salt Lake City aux États-Unis. C'est pas vous. Si c'est pas vous, du coup, changez votre mot de passe. Et il vous donne un lien qui ressemble. Alors là, en l'occurrence, c'était la FCC, qui est l'équivalent de l'ART, hein,
l'organisme qui régule les télécoms aux États-Unis, avec un fcc-octa.com à la place du fcc.octa.com. Mais l'administrateur, il est déjà en PLS, il sait exactement ce qui s'est passé, il s'est fait piquer son login et son mot de passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond N, il clique sur le lien, et derrière, forcément, il va se faire voler des données, parce que le lien de phishing est tellement bien fait, que c'est une attaque qui est tellement bien préparée, et justement, lui, en tant qu'administrateur de la FCC, est ciblé. Donc forcément, le lien qui va être derrière va être son portail Octa. Donc il y a 288 domaines qui peuvent être liés à ça, notamment FCC, c'est un exemple, mais il y a eu Binance, il y a eu Coinbase, il y a eu pas mal de logiciels de crypto-services, enfin de plateformes de crypto-services qui se sont fait cibler comme ça. Vous avez la liste sur le lien, et en fait, il arrive sur un portail qui ressemble exactement mot pour mot au portail Octa qu'il utilise d'habitude. Il rentre son login, il rentre son mot de passe, qui pense s'être fait voler, et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'OTP. Et les malveillants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser ça instantanément, mais vraiment, c'est dans la seconde qui suit, c'est dès qu'ils tapent quelque chose, c'est envoyé en JavaScript, c'est remonté sur les serveurs des attaquants, les attaquants les utilisent, forcément, login, mot de passe, ils ont l'OTP ou le push notification que l'utilisateur n'a même pas besoin de rentrer, et ils ont accès à votre système d'information. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font? Ils déroulent leur attaque, parce qu'ils l'ont bien préparé, donc ils savent exactement ce qu'il faut qu'ils cherchent, et ensuite, ils vont essayer de trouver d'autres victimes, en utilisant les outils traditionnels de messagerie instantanée. Donc ça va être du Slack, ça va être du Teams, ça va être de ce que vous voulez, ça va être de la messagerie même d'entreprise, ça peut être des mailing lists, ça peut être participer à des Teams, participer à des Zooms. On a vu des attaquants qui participaient aux Teams qui étaient organisés pour leur track. C'est-à-dire qu'on a vu Scatter Spider, qui est le groupe qui a infiltré le MGM ou les César Palace aux États-Unis. Ils étaient dans les calls de Teams avec l'équipe sécurité. Les gars ont des... c'est quand même important. C'est-à-dire qu'en termes d'attaque, c'est très bien mené. Ils savaient exactement dans quelle mailing list il fallait qu'ils s'ajoutent pour être invités aux Teams des équipes sécurité qui faisaient la recherche forcément de ce groupe-là. Donc c'est très très bien fait, c'est très très bien préparé. Et ça va se passer en quelques minutes, globalement au bout de 60 minutes. Ils sont admins de votre domaine, ils ont accès à tout, ils ont les portes dérobées, ils ont les persistances. Et là, ils peuvent travailler tranquillement, ils peuvent exfiltrer de la donnée. Et derrière, forcément, ils peuvent faire du blé en détonnant des ransomware. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est la préparation, c'est le social engineering, c'est le déroulé de l'attaque. Ils savent exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. Ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas des script kiddies qui vont déployer un script PowerShell. C'est vraiment des gens qui ont préparé leurs attaques en utilisant le social engineering, en utilisant le mobile, tout simplement pour voler des credentials d'accès. Et malheureusement, quand le phishing ne marche pas, ils ont des techniques d'intimidation, et là c'est encore un exemple de groupe Scatter Spider. Alors je ne sais pas si on voit bien sur les captures, mais en fait ils envoient des SMS, ils parlent aux admins, ils envoient des SMS avec des vrais téléphones en menaçant physiquement l'administrateur. En gros, si tu ne me donnes pas ton login, ton mot de passe et ton OTP, en gros je vais envoyer, j'ai ton adresse, donc ils lui donnent son adresse parce qu'ils ont forcément fait du social engineering, ils ont bien fait leur boulot. En plus le gars a 2 maisons, donc il dit voilà je te donne les 2 adresses, je vais envoyer quelqu'un à ta porte et il va te buter. Donc donne-moi ton login et ton mot de passe, tu as 10 minutes, 8 minutes, 6 minutes, 5 minutes. Donc forcément, c'est de la menace, c'est de l'intimidation. Donc partez du principe globalement, et c'est un peu ça l'idée de la présentation, partez du principe que le MFA n'est pas suffisant et qu'il faut contrôler évidemment les accès au système d'information. Le but, c'est pas juste de dire, voilà, j'ai le login, le mot de passe et le MFA et c'est mon sésame pour accéder au système d'information. Globalement, il faut que je protège évidemment mon mobile, pour protéger contre les pirates, et que je protège ensuite les accès légitimes. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui a le login, le mot de passe, c'est pas suffisant. Le 2 facteurs d'authentification ne suffit pas. Il faut avoir un 3e facteur, c'est identifier le device, que ce soit un mobile, un PC, un serveur, une session virtuelle ou je ne sais quoi. Il faut s'assurer que le terminal sur lequel l'utilisateur se connecte est un terminal qui est connu, qui est validé par l'entreprise. Parce que les hackers, ce qu'ils vont faire une fois le login, le mot de passe et l'OTP, ils vont l'utiliser sur un serveur ou sur un PC qui leur appartient, qui appartient à quelqu'un d'autre, très souvent d'ailleurs. Et en fait, ils vont tout simplement utiliser ce endpoint-là pour accéder au système d'information. Si ce endpoint n'est pas validé, l'attaque ne marche pas. C'est assez simple. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de me connecter. Je ne parle pas de l'IDP parce que je peux encore voler les cookies. On n'a pas le temps de parler de tout, mais je peux voler les cookies. Je peux préparer encore mieux mes attaques pour voler les cookies de session des IDP. Donc il ne faut pas que ce soit fait juste au niveau d'Azure ou juste au niveau d'Octa ou de l'IDP que vous utilisez. Il faut que ce soit fait vraiment au niveau du service cloud auquel vous accédez, qui est accessible normalement depuis n'importe où. Ce n'est pas quelque chose qui est derrière votre pare-feu d'entreprise ou derrière votre WAF. C'est vraiment une application qui est légitime, qui est utilisée partout, sur laquelle vous n'avez pas de contrôle basé sur l'IP. Donc le seul moyen de gérer, c'est vraiment d'avoir une approche Zero Trust, ce qu'on appelle le ZTNA, ou d'avoir un CASB, un Cloud Access Security Broker, qui va analyser l'ensemble des requêtes qui sont faites sur les services cloud que vous avez utilisés, pour savoir évidemment que l'utilisateur, quand il va utiliser un endpoint, je vais valider et je vais faire confiance à ce endpoint-là.
Et puis derrière, forcément, c'est d'utiliser un outil de prévention de données, alors ce qu'on appelle du DLP, ou de l'UIBS, ça veut dire détecter les comportements anormaux, qui vont tout simplement s'assurer que l'utilisateur accède à des données légitimes et qu'il ne les exfiltre pas en masse. Voilà, on me fait signe que c'est fini. Donc si vous voulez utiliser Lookout pour sécuriser au moins une partie de votre flotte avec le code, donc c'est un code qui est gratuit. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent tous les ans, donc c'est un code qui est valable. Donc prenez-le en photo, il sera valable, je crois qu'ils n'expirent pas ceux-là. Donc voilà, c'est toutes les fonctionnalités de Lookout, c'est la même chose que ce qu'on vend aux entreprises, sauf que là vous pouvez l'avoir au moins sur vos mobiles, donc n'hésitez pas à l'utiliser, à sécuriser vos téléphones, iOS, Android, Chromebook aussi. Au moins, pour la partie phishing et malveillant, au moins vous aurez une protection à minima. Et évidemment, on peut continuer la discussion sur un autre stand des 29.